Le plan n'était pas censé être pour moi, mais en passant devant la porte entr'ouverte de la salle à manger, leurs voix se sont échappées. Mon nom, le programme de Noël, les rires, une surprise, un déguisement rigolo, une blague sur les taches d'huile. Ma famille répétait comme une pièce de théâtre, chaque mesure plus précise que la précédente. Je suis restée figée, serrant contre moi le cadeau que j'avais emballé, sentant la chaleur des lumières et le froid du carrelage sous mes bottes. Des heures plus tard, maman a appelé, la voix tremblante. « Où es-tu » Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, la vraie surprise était déjà en route. Quand je repense à comment tout cela a commencé, ça ne commence jamais à Noël. Ça commence des années plus tôt, dans la maison des rides à Plano, où tout semblait parfait. Des cadres symétriques, des parquets cirés, un éclairage doré tamisé, mais rien n'y était jamais vraiment simple. J'avais 18 ans le jour où j'ai annoncé à ma famille que je voulais étudier l'ingénierie automobile. Je me souviens de l'odeur du dîner dans la cuisine. Quelque chose de beurré, de chaud. Mon père, Daniel Reed, propriétaire d'une chaîne de magasins de meubles de gamme, mettait la table. Au moment où j'ai pris la parole, il a laissé tomber une cuillère de service en métal. Le bruit métallique a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Ma mère, Marlène, celle qui organisait les galas de charité et veillait à ce que l'image de la famille soit toujours impeccable, clignait lentement des yeux, comme si elle retenait son souffle. Mon frère Aaron, mon aîné, interne en médecine à l'époque et modèle familial, baissa les yeux pour dissimuler un sourire en coin. Ma sœur cadette, Belle, hygiéniste dentaire à temps partiel et créatrice de contenu lifestyle, laissa échapper un rire bref et sec. La cuillère a vacillé sur le carrelage. Je me suis penchée pour la ramasser, mes doigts effleurant le métal froid et y laissant une légère trace d'huile de la bougie d'allumage sur laquelle je travaillais plus tôt. Personne ne l'a dit à voix haute, mais le silence a parlé pour eux. Ce n'est pas dans nos habitudes. Après cela, le schéma s'est installé comme une habitude. Marlène faisait glisser des offres d'emploi par-dessus le comptoir, à la réceptionniste, sans jamais me regarder directement lorsqu'elle disait « ce serait plus stable ». Elle désignait vaguement mes mains, les légères traces de graisse qui ne partaient jamais vraiment, surtout en présence d'autres personnes. Aaron, lorsqu'il venait à la maison, me tapotait l'épaule avec une compassion digne d'un médecin. « Faites attention à tout ce travail physique », disait-il, comme si un accident suffisait à lui donner raison. Belle enregistrait des vidéos dans le salon, la lumière annulaire éclairant ses cheveux tandis qu'elle racontait des histoires sur la recherche de l'équilibre et de l'élégance. Quand je passais derrière la caméra, elle fronçait le nez pour son public, une blague privée qu'il n'était pas censé comprendre. « Encore des vapeurs d'huile », riait-elle. Ses abonnés inondaient les commentaires de petits émojis rieurs. Je restais silencieuse, car c'était le rôle que j'avais appris à jouer. Mon silence préservait l'harmonie de la maison, leur image. À chaque réunion de famille, cousins, paroissiens, voisins, je ralentissais le pas, baissais la voix et veillais à ce que mes bottes ne claquent pas trop fort sur le sol. Le silence était plus sûr. Le silence m'évitait d'être interpellée plus tard pour une remarque sur ma posture. Le souvenir qui me reste est ténu. Je me souviens de moi, debout à l'évier, en train de faire la vaisselle, la vapeur s'élevant autour de mes mains. Derrière moi, ma famille riait d'une blague à laquelle je n'avais pas participé. Je baissai les yeux vers l'eau qui ruisselait sur le croissant de lune taché d'huile près de mon ongle. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que j'avais le droit d'être dans cette maison et ce qui m'était interdit. Je suis arrivée chez mes parents tôt ce soir-là, portant un paquet emballé, petit et soigné, que j'avais choisi après une longue journée au garage. La lumière intérieure diffusait une douce lueur dans la pénombre hivernale, une de ces lueurs qui rendaient la maison des rides accueillante depuis la rue, même quand elle ne l'était pas. Je suis entrée discrètement. Ma mère, Marlène, était plus loin dans la maison, en train de répéter le spectacle de Noël qu'elle organisait pour l'église. Mon père, la voix de Daniel, flottait dans le couloir, posé et assuré. Je suivis le son, passant devant des photos encadrées où Aaron, le frère aîné, véritable modèle pour la famille, occupait toujours le centre, et Belle, la sœur cadette, qui soignait sa vie en ligne, bénéficiait toujours de la meilleure lumière. Arrivée dans la salle à manger, je remarquai que la porte n'était pas complètement fermée. Un mince filet de lumière dorée traversait le sol sombre du couloir. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais j'entendis mon nom. « Peyton Marlène », dit-elle, comme pour plaisanter. Des rires fusèrent. Puis la voix de Daniel, basse mais claire. « Elle portera la combinaison, n'est-ce pas? La bleue. Elle correspond au thème. »
Aaron laissa échapper ce même rire doux et poli qu'il utilisait avec patience. La petite voiture fera réagir, ajouta Belle. Et la blague sur les taches d'huile, parfait. L'église va adorer. Un froissement de papier se fit entendre. Quelqu'un répétait un texte, quelqu'un d'autre peaufinait le timing. Il me fallut un instant pour comprendre ce qu'il faisait. Un sketch de Noël sur moi, sur mon travail, sur la graisse sous mes ongles. Et puis Daniel l'a dit comme la chute d'une blague longuement préparée. On lira le testament après. Ça fera meilleur effet. J'ai senti le paquet dans mes mains s'alourdir. Le papier d'emballage se pliait légèrement sous ma pression. Le couloir m'a soudain paru plus froid que la nuit dehors. Personne dans la pièce ne s'est arrêté. Personne ne m'a remarqué. J'ai reculé lentement, mes bottes silencieuses sur le carrelage où le paquet me serrait. Quand je suis sortie, la vérité était claire et nette. J'avais surpris le plan de ma famille pour m'humilier à Noël. Le froid m'a frappé dès que j'ai mis le pied dehors. Pas ce froid mordant, mais ce froid sourd et lourd qui s'insinue à travers les vêtements. Je suis restée un instant sur le perron, le paquet que je leur avais apporté à la main, le papier d'emballage légèrement froissé à force de le serrer. À l'intérieur, les rires continuaient, étouffés maintenant, mais toujours vifs, toujours répétés. J'ai posé le carton sur le banc en bois près de la porte. J'ai effleuré un coin du pouce et je suis allée à mon camion. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit. Les lumières du quartier se sont estompées tandis que je prenais l'autoroute. Mon téléphone a vibré 2 fois. Des messages du groupe de discussion de ma mère, sans doute, mais je les ai ignorés. Le seul endroit ouvert à cette heure-ci, et le seul endroit qui semblait neutre, était une station-service ouverte 24h24, en bordure de route principale. Ces néons bourdonnaient stridents. Le bitume était glissant à cause d'une fine couche de givre. Je me suis garée dans un coin, j'ai coupé le moteur et j'ai laissé le silence s'installer. Mes mains sont restées posées sur le volant pendant quelques secondes. Une légère odeur d'huile moteur s'élevait du chiffon en microfibre glissé dans la poche de ma veste. Ce chiffon m'avait suivi pendant des années, entre mes gardes au garage, les appels d'urgence tard dans la nuit et les longs trajets pour rentrer chez moi. Pour la première fois, j'étais reconnaissante de son odeur. Elle m'apaisait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Noor Patel, ma meilleure amie et ma comptable. Elle n'avait pas été là pour moi depuis que j'avais ouvert le garage à 21 ans. Elle connaissait les habitudes de ma famille, comprenait le silence que j'avais gardé jusqu'à l'âge adulte. Quand elle a répondu, sa voix était calme comme toujours. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt dit « Peux-tu vérifier le dossier du bail de la SARL ?» Ma voix m'a moi-même surprise. Plate, posée, presque professionnelle. Il y a eu un silence pendant que Nora parcourait ses fichiers. J'ai observé les néons clignoter sur le béton humide. « D'accord. » a-t-elle dit. « Compris. Ouvre-le, c'est tout. » Je l'ai entendu faire défiler, puis s'arrêter, puis recommencer. « Peyton, tu es assise ? Je suis dans mon camion. Tu dois regarder ça. » a-t-elle dit. « Tout de suite. » J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone, chose que je faisais rarement après le travail. Et la liste des documents est apparue. Paiement, contrat de location, notification, formulaire de propriété. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai cliqué sur le bail du local commercial à Plano. Le local où se trouvait le magasin de meubles phares de mon père. Celui dont il se vantait à chaque Noël, à chaque Thanksgiving, à chaque collecte de fonds. La fierté de Daniel Reed. Le nom du locataire s'est affiché. Le nom de sa SARL, le nom du propriétaire, s'affichait aussi. Le mien, pas mon nom personnel. Non. Ma SARL immobilière. Celle que Noor m'avait aidé à créer à 25 ans. Celle que j'avais utilisée pour investir dans des petits terrains industriels autour de Dallas. Je savais que j'étais propriétaire. Bien sûr, mais je ne m'étais jamais sentie concernée émotionnellement. Pas avant cet instant. J'ai continué à faire défiler. Les relevés de paiement. 3 paiements manqués. Une augmentation significative du loyer prévu. Une clause de non-renouvellement que j'avais surlignée il y a des mois, quand Nora m'avait dit que le marché évoluait. À l'époque, c'était une simple vérification professionnelle. Maintenant, c'était tout autre chose. Ils utilisent votre propriété,
dit Nord doucement. Et ils ont du retard. Je me suis adossée à mon siège. Le néon bourdonnait au-dessus de ma tête, un rythme froid et régulier. Pendant un long moment, je suis restée silencieuse. J'ai laissé l'information s'installer, non pas comme une révélation, mais comme une vérité lente et inévitable qui finissait par émerger. « Que voulez-vous faire » demanda Nord. J'ai fixé le bail. Les calculs de loyer que Nord avait griffonnés dans les marges il y a des mois. Les mises en demeure que je n'avais pas envoyées. Pourtant, devant le dossier de documents pré-remplis qui m'attendait, la réponse m'est venue plus facilement que prévu. Tout s'est déroulé comme prévu. D'accord, dit-elle déjà, passant en mode travail. Alors, commençons. J'ai posé mon téléphone sur le support du tableau de bord et ouvert l'ordinateur portable que je gardais sur la banquette arrière pour les tâches administratives nocturnes. L'écran projetait une faible lumière sur l'intérieur du camion, révélant les minuscules rayures sur le volant, la poussière sur mes bottes, les légères traces d'huile sur mes ongles. Nord m'a guidée à chaque étape. J'ai ouvert des tableurs, vérifié les paiements, calculé les montants impayés, comparé les clauses du bail, préparé une mise en demeure, préparé un avis de non-renouvellement, mis à jour l'augmentation du loyer en fonction des prix du marché, joint les documents de vérification de propriété, rédigé la lettre d'accompagnement pour la livraison par coursier. Chaque étape avait du poids, non pas émotionnel, mais procédural, clair, maîtrisé, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. À un moment donné, Nord a dit « S'ils avaient prévu une leçon de Noël pour toi, c'est juste ton cadeau en retour. » Je n'ai pas ri. Elle n'a même pas esquissé un sourire. Mes doigts se sont arrêtés au-dessus du clavier. Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit. C'est une phrase. Elle a compris. Une fois le paquet prêt, signé, horodaté et téléchargé, je suis restée immobile pendant une minute entière. La station était presque vide. Un camion a vrombi au loin. Derrière moi, un distributeur automatique s'est mis en marche. J'ai appuyé sur « Envoyer au coursier ». La confirmation a retenti discrètement. J'ai fermé l'ordinateur portable, essuyé mes mains avec le chiffon dans ma poche et regardé l'autoroute sombre qui s'étendait devant moi. Cette fois, ai-je murmuré dans le silence, je ne réparais pas ce qu'ils ont cassé. La veille de Noël à l'église était toujours identique. Des guirlandes lumineuses douces, des poinsettias bordant la scène, l'équipe de tournage s'installant comme si la famille Reed faisait partie intégrante du spectacle. Ma mère, Marlène, s'y sentait comme chez elle. Elle circulait dans la salle, ajustant les guirlandes, saluant les bénévoles d'un signe de tête, peaufinant ce qu'elle appelait l'atmosphère de générosité. Je n'étais pas là, mais mon absence ne s'est pas fait sentir tout de suite. À l'intérieur du banquet dans la pièce, les proches arrivés plus tôt s'installaient. Mon père, Daniel, répétait son discours. Aaron, l'aîné, exultait comme un trophée, ajustant sa cravate devant un miroir. Belle, toujours à l'affût du meilleur cliché, vérifiait la caméra frontale de son téléphone toutes les quelques minutes, lissant ses cheveux entre chaque prise. Le coursier arriva à 18h47. Il se faufila dans le couloir décoré, dépassant une chorale d'enfants qui répétaient des chants de Noël. Il portait une pile d'enveloppes blanches, impeccable, officielle. Il demanda à parler à Marlène Reed. Elle sourit, supposant qu'il s'agissait de dons de dernière minute ou de confirmation de présence. Lorsqu'elle ouvrit la première enveloppe, son visage se figea. D'abord la confusion, puis un léger choc, comme une ampoule qui vacille avant de griller. Les pages à l'intérieur glissèrent soigneusement sur la table sous la lumière vive. Avis de défaut de paiement, avis de non-renouvellement, loyer de marché révisé, relevé de paiement, titre de propriété mentionnant le propriétaire, Peyton Reed. Sa main tremblait. Le papier bruissait sous ses doigts. Elle tourna les pages trop vite. Daniel s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » Marlène ne répondit pas. Aaron prit une page, la mâchoire serrée. « Maman, c'est le bail du showroom. » Belle se pencha par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. « Attends, Peyton est propriétaire de l'immeuble. » Le pasteur, debout à l'entrée, cessa discrètement de donner des instructions à l'équipe de tournage. Quelqu'un baissa les projecteurs. Même les murmures de la chorale d'enfants semblèrent s'estomper. Une de mes tantes chuchota. Pourquoi Peyton aurait-elle envoyé ça ce soir? La voix de Marlène revint enfin, faible et tremblante. Non, il doit y avoir une erreur. Elle ne ferait pas ça.
Non. Mais au bas du registre de propriété figurait toujours le même nom de propriétaire, Peyton Reed. Pas sa fille mécanicienne, sa fille silencieuse, sa fille invisible, celle dont elle essayait de faire une blague de saison. À 19h02, Daniel essaya de m'appeler. Comme je ne répondais pas, Marlène s'empara de son téléphone. Ses boucles d'oreilles tremblèrent sous l'effet de son mouvement. Elle sortit de la salle de banquet, le téléphone plaqué contre son oreille. Le premier appel tomba sur la messagerie vocale. Le deuxième aussi. Au troisième, je répondis. J'étais debout devant le chalet, dans la neige du Colorado, dérivant sur le porche. J'entendais sa respiration avant sa voix, rauque, faible, frénétique. Ce soir-là, je me souviendrai plus tard, maman a appelé furieuse. « Où es-tu » demanda-t-elle. Derrière elle, j'entendais des chaises grincer, des proches murmurer, le murmure lointain de quelqu'un qui pleurait. Elle ne posait pas la question par souci pour moi. Elle la posait parce que son plan parfait s'était fissuré, et elle avait besoin de mon aide pour colmater les brèches avant que quiconque ne s'en aperçoive. La neige s'accumulait le long de là. Je regardais la rambarde se poser sur mes gants, les flocons de neige se déposant sur ma peau. Nur était à l'intérieur, en train de couper des légumes en fredonnant doucement. La cabane était chaude, mais l'air froid semblait plus pur. Je ne répondis pas à sa question. Au lieu de cela, je dis lentement, d'une voix égale, « Mon cadeau t'a plu ?» Le silence de son côté n'était pas dramatique. C'était pire. Un silence étouffé, abasourdi, comme replié sur lui-même. Un silence qui reconnaissait, peut-être pour la première fois, que j'avais cessé de tourner autour d'eux. Peyton. Elle tenta à nouveau, plus doucement maintenant, presque en suppliant, mais le vent tourna et sa voix se perdit dans les grésillements. « Je n'en parlerai pas ce soir, » dis-je. Toute communication doit passer par la boîte de réception de la LLC. Elle eut le souffle coupé. « Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. » Je laissai le silence s'installer un instant, non pas comme une punition, mais comme une mesure de la distance. Puis je raccrochai. La neige continuait de tomber. Le téléphone restait immobile dans ma main. À l'intérieur de la cabane, Nor ajouta une bûche dans le feu, et pour la première fois depuis des années, je ne sentis rien me retenir vers Plano. Le lendemain de Noël, le chalet était d'un calme inédit. Pas de décoration, pas d'éclairage soigné, pas de rires étouffés qui s'échappaient des portes, juste le bruissement du vent dans les pins et le doux crépitement du feu de cheminée, allumé avant l'aube. Assise sur la petite véranda, une tasse me réchauffait les mains. La neige avait abondamment tombé pendant la nuit, recouvrant les marches d'un manteau blanc immaculé. Mes bottes furent les premières à laisser des traces, chaque empreinte s'enfonçant nettement dans la neige. À l'intérieur, personne ne s'affairait dans la cuisine, sa présence imperturbable et discrète. Elle ne posa aucune question sur l'appel, les documents ou les conséquences. Elle savait mieux que quiconque que le silence pouvait être un refuge. Je ne consultai mes emails qu'une seule fois. Un message de Daniel. Mon père était en haut de la liste. Court, sans salutation ni réprimande, juste des informations pratiques sur le transfert des opérations, les personnes à contacter, les échéances de paiement, professionnelles, mesurées, le genre de mail qu'il enverrait à un fournisseur ou à un propriétaire. Pour la première fois, il prenait la parole. À moi, dans le rôle que je m'étais forgé. J'ai répondu sur le même ton, bref, catégorique. Puis j'ai fermé ma boîte mail. Le reste de la matinée s'est écoulé par petits gestes. J'ai balayé la neige de la rambarde, rentré du bois, resserré une charnière desserrée sur la porte du chalet. C'était agréable de réparer quelque chose sans y laisser des morceaux de moi-même. Quand le soleil s'est élevé, sa lumière a balayé la clairière, révélant le fin croissant d'huile qui tachait mon ongle, encore là depuis la nuit où j'avais quitté la maison. À Plano, c'était la risée de tous. Ici, c'était juste la marque du travail que j'avais choisi. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce que le froid me caresse doucement le bout des doigts et que l'air se calme dans mes poumons. Pas d'urgence à rentrer, pas d'attente, pas de version de moi-même dans laquelle me replier, juste la neige, juste le silence, juste l'espace pour enfin respirer. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont la forme silencieuse de ce que l'on refuse de porter plus. Debout sur ce porche, à regarder. La neige effaçait toutes mes traces, et j'ai compris une chose simple. La distance est une forme de respect, donnée comme reçue. Si des histoires comme celle-ci vous marquent,
Si elles font écho à votre passé ou à ce que vous cherchez encore à laisser derrière vous, restez à l'écoute. Il y a encore des vérités à raconter et des silences à briser.